بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Chers étudiants, étudiantes, comme vous le savez, les circonstances nous ont poussés quand même à nous éloigner. Nous vivons une guerre contre un virus à l'échelle mondiale et donc on était obligés de s'éloigner. Mais ça n'empêche pas que je pense toujours à vous et je suis là quand même pour vous expliquer l'économie internationale et puis les deux chapitres que je vous ai proposés au départ. Comme vous le savez bien, il faut d'abord présenter et donner l'intérêt de cette matière, l'économie internationale. Vous savez bien que c'est un sujet qui est très vaste, qui touche tous les pays, qu'ils soient développés ou non développés. Il touche tous les systèmes économiques, politiques, qu'ils soient capitalistes ou socialistes. Il touche toutes les sociétés, au niveau culturel, au niveau social, au niveau humain. Donc c'est un sujet qui reste très vaste. De plus, tous les analystes, les économistes, ils se sont intéressés à cette branche, l'économie internationale, depuis des siècles. Mais jamais l'économie internationale n'a fait l'objet d'un grand débat, aussi bien national qu'international, que ces dernières décennies, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à maintenant. Parce que nous vivons de grands problèmes à l'échelle mondiale. Nous vivons une mondialisation sauvage, nous vivons une régionalisation, nous vivons une ouverture des marchés et des frontières. Nous vivons avec de nouveaux acteurs de développement, notamment le rôle des firmes multinationales. Nous savons très bien que le commerce international est devenu de plus en plus prospère depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à maintenant. Donc les analystes à l'échelle mondiale, ils se sont intéressés automatiquement à expliquer l'économie internationale et tous les changements qui ont pu survenir au niveau de l'économie mondiale. Et donc ça intéresse tous les pays du monde. De grands problèmes vivent aussi bien les pays développés que les pays en développement. Nous vivons la crise de l'environnement, qui a été transféré des pays riches vers les pays pauvres. Nous vivons la problématique de l'endettement, notamment des pays en développement. Nous vivons le problème du chômage dans les pays riches et dans les pays pauvres. Donc nous vivons énormément de problèmes. De plus, l'économie internationale est devenue intéressante depuis des siècles, mais surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'économie mondiale, et surtout depuis 1980. Il y a les mécanismes socio-économiques qui ont transformé le monde. Il y a apparition des pays émergents, ce qu'on appelle les nouveaux pays industrialisés depuis les années 80. Ces pays-là qui faisaient partie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale des pays en développement, plus soi-disant sous-développé, parce que le concept même de sous-développement, il a pris naissance après la Seconde Guerre mondiale. Mais en 1980, ces pays-là, ils ont émergé, ils ont automatiquement montré leur capacité à travers leur modèle d'industrialisation et qui ont pu accaparer le maximum de marchés aux pays riches. Nous vivons automatiquement, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à maintenant, un changement des courants d'échange avec la libéralisation des économies. Il y a la coopération qui a pris naissance, mais c'est une coopération qui a aussi connu une évolution. D'abord, c'était une coopération nord-sud entre les pays riches et pauvres au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Après, elle est devenue est-ouest, surtout avec la crise du socialisme qui a poussé les pays de l'Europe de l'Est à intégrer le système capitaliste des pays de l'Ouest. Après, on est passé à la coopération sud-sud. Les pays en développement, ils ont commencé à coopérer, à faire un tas d'échanges économiques entre eux. Donc, il y a tout un changement au niveau des relations économiques internationales. Alors, face à tous ces problèmes, face à ce changement au niveau de l'économie internationale, il y a eu beaucoup de débats et les analystes économiques se sont intéressés à cette économie mondiale et ils ont cherché à réaliser un équilibre mondial, un équilibre à différents échelons. D'abord, il y a eu apparition des théoriciens qui ont voulu expliquer d'une manière théorique, mais pas par des analyses abstraites, mais concrètes, en fonction des faits, des événements. Ils ont voulu donner quand même des démonstrations économiques pour pouvoir équilibrer le monde. C'est l'objet de notre chapitre 1. De la même manière, les différents États ont essayé de prendre en considération le commerce international, les échanges internationaux, et donc ils se sont intéressés aux politiques commerciales internationales. Et là, ça serait notre deuxième chapitre que nous verrons maintenant. Notre troisième chapitre
que je vous donnerai prochainement, ça serait sur les relations monétaires internationales. Donc on va expliquer le système monétaire international, parce que vous savez très bien que tout mouvement flux réel correspond à un flux monétaire. Donc on est intéressé par connaître comment ça se passe le système monétaire international. Et finalement, nous verrons les organisations économiques internationales. Ça serait notre 4e chapitre, parce que ces organisations qui ont pris naissance le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est pour chercher un équilibre mondial. Donc le but des analystes et des économistes de nos jours, c'est la recherche de l'équilibre mondial. Alors au niveau de notre premier chapitre, nous avons parlé bien sûr de la théorie économique. Et là, vous savez très bien que les théoriciens économistes se sont intéressés à l'équilibre économique mondial, à l'équilibre des échanges depuis le XVIIIe siècle. Alors d'abord, nous avons au niveau théorique 2 types de théoriciens. Il y a des théoriciens qui font partie des théories traditionnelles des échanges internationaux. Et nous verrons après quels sont les théoriciens qui ont donné naissance à de nouvelles théories du commerce international en fonction des nouvelles tendances de l'économie mondiale. Alors les théoriciens qui ont pu expliquer des échanges internationaux au cours du XVIIIe, XIXe siècle, c'est ce qu'on appelle les théoriciens de l'école classique. Il y a Adam Smith et la théorie bien sûr de Ricardo. Les 2 théories traditionnelles, ils font partie de l'école classique. Les 2 économistes sont des économistes anglais, Adam Smith et Ricardo. Alors Adam Smith, il a donné la théorie de l'avantage absolu. Comment il a expliqué cette théorie? En partant des coûts de production. C'est-à-dire, si 2 pays font l'échange, et je vous ai donné les exemples de 2 pays, exemple la Grande-Bretagne et le Portugal, s'ils veulent faire des échanges entre eux, il serait beaucoup plus intéressant que chacun se spécialise dans la production où le coût est bas. C'est-à-dire, si on prend la Grande-Bretagne et le Portugal, s'ils produisent les 2, le vin par exemple et le drap, donc si le coût de production du drap en Angleterre est moins cher que celui du vin, ben l'Angleterre a intérêt à se spécialiser dans la production du drap. Et si le coût du vin en Portugal il est moins cher que celui du drap, donc le Portugal a intérêt à se spécialiser dans la production du vin, et comme ça ils font l'échange. Ça c'est la théorie d'Adam Smith, et on l'appelle la théorie des avantages absolus, et on parle aussi du jeu positif pour les 2 pays, c'est-à-dire il y a gagnant-gagnant. C'est une théorie qui a pris naissance bien sûr à la fin du XVIIIe siècle, début XIXe, et c'est une théorie qui est à la base du libre-échange. Alors, contrairement à la théorie mercantiliste, elle a existé au XVIe siècle, et là, les mercantilistes, qui sont protectionnistes, et ils ont expliqué l'échange international à partir du gain que peut avoir un État par rapport à un autre État. Et comment ils ont expliqué ce gain? Et à partir des devises que peut recevoir un État après les exportations. Ça veut dire que ces devises passent d'un pays à un autre. Celui qui reçoit les devises, il est gagnant. Et celui qui donne les devises, il est perdant. Donc pour la théorie mercantiliste, il y a un perdant et un gagnant. Donc ils ont parlé d'un modèle comme étant basé un jeu à somme nulle. C'est-à-dire il y a un qui perd, l'autre qui gagne. Par contre, la théorie d'Adam Smith, elle est basée sur les avantages absolus, et c'est un avantage absolu qui pousse les 2 pays à profiter de l'échange et à gagner, les 2 pays. Mais la théorie d'Adam Smith, comme je viens de le dire, elle a des limites. Elle a des limites dans la mesure, si on prend toujours le même exemple, la Grande-Bretagne et le Portugal, on peut se poser la question, dans le cas où, par exemple, pour les 2 biens, le vin et le drap, si jamais ils sont inférieurs, le coût est inférieur dans un pays, il est supérieur dans l'autre. Alors si on prend en considération la théorie d'Adam Smith, qui va faire l'échange? C'est le pays où les coûts de production sont bas. Donc ce pays-là va produire et l'autre pays ne va pas produire. Ça veut dire automatiquement, on va condamner la moitié des pays à ne pas profiter à l'échange international. Donc c'est face à cette limite que la théorie ricardienne est apparue. C'est la théorie des avantages comparatifs, c'est la théorie des avantages relatifs basée sur les coûts d'opportunité. Et là aussi, je vous ai donné l'exemple comment le théoricien Ricardo il a fait les calculs
pour pouvoir mettre à profit quel est le pays qui a plus d'avantages relatifs par la comparaison des coûts. Et donc, automatiquement, en prenant en considération les avantages comparatifs, les deux pays peuvent profiter de l'échange, les deux pays peuvent participer à l'échange international et donc, automatiquement, tous les pays du monde peuvent participer au commerce international et en profiter. Et je vous ai donné un dernier tableau où il y a le gain pour chaque pays après l'échange et après la spécialisation, et automatiquement, il y aurait un gain mondial qui va être la somme de tous les gains nationaux. Alors, après ces théories classiques, Adam Smith, les avantages absolus, et Ricardo, les avantages comparatifs, ce sont des théoriciens classiques. Il y a eu une autre théorie traditionnelle qui est apparue après ces théories classiques, c'est la théorie d'Escher-Holland sur les dotations factorielles. Alors, ces deux économistes, Escher et Holland, il est l'élève d'Escher, ils sont partis de la théorie suivante, c'est-à-dire que chaque pays doit se spécialiser dans la production qui utilise le facteur le plus abondant dans ce pays. Et à laisser tomber la production où il ne dispose pas beaucoup de facteurs. Donc, en général, les pays sous-développés, ils disposent plus de facteurs travail. Et les pays développés, ils disposent plus de facteurs capital. Donc, leur théorie, elle est basée sur l'échange interbranche, surtout entre pays sous-développés et pays développés. Alors, le problème qui se pose, c'est que ces théories traditionnelles, ils ont été plus ou moins dépassées par les nouvelles théories du commerce international, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Parce que les théories traditionnelles, ils n'ont pas pris en considération les différentes nouveautés au niveau du commerce international qui sont apparus, notamment les échanges intra-branches. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'acteur principal au niveau mondial est devenu la firme multinationale. La firme multinationale joue un rôle fondamental au niveau de l'économie mondiale. Donc c'est une firme, une grande entreprise mondialisée, basée sur des concentrations verticales, des concentrations horizontales, et comme la firme cherche ses propres intérêts, donc la théorie ricardienne des avantages comparatifs, on peut toujours s'en servir. La théorie d'Escher-Holland, on peut toujours s'en servir, mais elle n'est pas à la base de l'échange intra-branche. Je peux vous donner l'exemple de la Chine, qui est un pays en développement. Une fois que la Chine a pris un grand essor depuis les années 1980, elle a commencé à investir dans la triade. La triade, c'est-à-dire c'est le triangle des régions les plus prospères du monde, entre l'ALENA, le groupement régional de l'Amérique du Nord, qui comprend les États-Unis, le Mexique et le Canada, l'Union européenne avec actuellement les 27 pays, et l'ASEAN, l'Association des pays du Sud-Est asiatique, au niveau de l'Asie. Donc la Chine, elle investit dans l'ASEAN, dans la triade. Donc automatiquement, elle n'investit pas entre pays en développement et pays développés, elle ne prend pas en considération ces différences, mais elle investit dans la triade parce qu'elle a affaire à des pays qui sont riches, elle a affaire à des marchés prospères, elle a affaire à des pays où il y a la demande. Donc c'est là où les théories traditionnelles, ils ont été non pas rejetées, mais ils ont été dépassés. Donc le problème qui s'oppose maintenant, c'est au niveau des politiques commerciales. Les politiques commerciales, nous savons très bien qu'il y a deux politiques commerciales. À côté de la théorie, il y a la politique, c'est-à-dire le rôle de l'État au niveau du commerce international. En général, il y a deux politiques commerciales. Il y a le libre-échange et il y a le protectionnisme. Nous allons voir les définitions des deux politiques, leurs instruments, leurs avantages et aussi leurs inconvénients. À travers des siècles qui se sont précédés, nous savons que le libre-échange, il a toujours été la règle. Mais on voit qu'auparavant, il y avait plus de périodes protectionnistes que de libre-échange. Parce que le système capitaliste a toujours été accompagné de crises. Et chaque fois qu'il y a crise, les États retournent au protectionnisme. Donc le protectionnisme, même si le libre-échange a été la règle, le protectionnisme a été plus dominant. Ce qu'on doit comprendre, c'est que les deux politiques, les avantages du libre-échange sont les inconvénients du protectionnisme et les avantages du protectionnisme sont les inconvénients du libre-échange. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à maintenant, le libre-échange a été imposé
comme étant la politique stratégique de tous les pays qui soient développés ou en développement. Mais malgré ceci, nous remarquons que les dernières décennies, il y a un retour au protectionnisme. Un retour au protectionnisme, surtout de la part des pays qui ont imposé le libre-échange, c'est-à-dire les pays développés. Alors quand on parle, s'il vous plaît, de libre-échange, bon, nous avons vu tout à l'heure les théoriciens du libre-échange, qui sont des théoriciens classiques, Adam Smith et Ricardo, qui ont toujours privilégié le libre-échange. Donc le libre-échange veut dire automatiquement la suppression des tarifs douaniers, c'est-à-dire que les marchandises passent sans problème et sans droit de douane. Donc ça peut avoir des avantages parce que ça ouvre la concurrence au pays, ça pousse les pays de se mettre à niveau pour pouvoir affronter la concurrence mondiale. Donc il y a un avantage au niveau du libre-échange. Mais le problème qui se pose, est-ce que tous les pays ont cette capacité d'affronter la concurrence internationale? La majorité des pays en développement se trouvent plus ou moins bloqués parce qu'il n'y a pas encore la mise à niveau de leur économie. Donc, au niveau du libre-échange, il y a certains qui en profitent, c'est surtout les États, c'est surtout les pays développés, mais pas mal de pays se trouvent marginalisés, pas mal de secteurs se trouvent en crise, et là on le voit même au niveau de l'économie marocaine. Et donc, il y a certains pays qui préfèrent encore protéger leur économie. Qu'est-ce que c'est que le protectionnisme? C'est une politique qui permet quand même à l'État de protéger son économie contre la concurrence internationale et pour pouvoir protéger les industries naissantes. Les industries naissantes, les petites industries, c'est ce que l'économiste Frédéric List a dit, les industries dans l'enfance, c'est-à-dire qu'ils sont encore jeunes, donc il faut les protéger contre la concurrence étrangère. Donc le protectionnisme, il a des avantages. Bien sûr, ça permet de protéger les économies, ça permet aussi d'avoir une indépendance au niveau économique, mais le protectionnisme peut poser aussi des problèmes, parce que le pays ne se trouve pas en face de la mondialisation, ne se trouve pas en face de la concurrence, donc il ne peut pas être stimulé par le travail, par le commerce international. Et donc le problème qui se pose actuellement, c'est qu'il y a un grand débat, toujours entre la politique du libre-échange et la politique du protectionnisme. Le libre-échange, nous savons actuellement quelle est la règle, mais beaucoup de problèmes se posent surtout au niveau des pays en développement. Et d'ailleurs, ça pousse les pays en développement à se retourner vers la coopération sud-sud, parce que le libre-échange, nous le voyons bien, il y a certains inconvénients. Regardez le rôle, par exemple, des firmes multinationales qui sont devenues un acteur de la mondialisation. Donc, ils se permettent automatiquement de produire au niveau des pays riches, avec leur concentration verticale, avec leur concentration horizontale, mais avec la crise de l'environnement à l'échelle mondiale, ils étaient obligés de transférer leur activité vers les pays en développement. Et le problème qui se pose, c'est qu'au niveau des pays en développement, il n'y a pas de taxes qu'ils doivent payer, mais il y a un transfert de la crise de l'environnement des pays riches vers les pays en développement. La problématique actuellement, c'est qu'il y a toujours un débat théorique, il y a toujours des théories qui se développent face à ces problèmes au niveau du libre-échange, au niveau du protectionnisme. Les pays en développement, ils fournissent toujours l'effort pour pouvoir sortir de ce dilemme entre l'ouverture et entre le protectionnisme. Nous voyons aussi le cas du Maroc. Il y a encore pas mal d'industries qui sont protégées. Il y a des secteurs qui ont été libéralisés, mais ça a coûté cher quand même pour ces secteurs. Il y a des secteurs qui ont fermé leurs portes. Et donc le problème qui se pose, c'est que nous vivons une mondialisation sauvage. Et donc face à cette mondialisation sauvage, il y a pas mal de pays qui ont voulu se grouper. Et donc il y a formation de groupements régionaux face à cette mondialisation sauvage. C'est pour ça qu'on trouve l'Union européenne, on trouve l'ALENA, on trouve le Mercosur, on trouve l'ASEAN au niveau des pays asiatiques, au niveau du continent africain. Et il y a même développement de la coopération sud-sud, parce que de nos jours, face à ce libéralisme
sauvage, les pays ne se retrouvent pas à égalité. Et donc, avec le libre-échange, est-ce qu'on peut se dire que la croissance elle est répartie d'une manière égalitaire? Ça pose un problème, parce qu'il y a certains qui s'enrichissent, et d'autres qui s'appauvrissent. Donc ça pose un problème. La richesse n'est pas répartie d'une manière égalitaire. D'autres problèmes qui se posent. Il y a le problème du chômage, parce que le fait qu'il y a certains secteurs qui sont en crise, donc il y a pas mal de secteurs qui libéralisent leur personnel. Il y a beaucoup de chômage. Et nous savons très bien que le chômage, que ce soit dans les pays développés ou les pays sous-développés, n'est pas le même chômage. Dans les pays développés, c'est un chômage technologique, c'est un chômage de plein emploi. Mais dans les pays sous-développés, c'est un chômage de sous-emploi. Donc les problèmes qui se posent, c'est que le libre-échange, ça permet le développement des pays, ça permet que ces pays-là bougent et mettent à niveau leur économie, mais c'est au détriment quand même de certains secteurs. De la même manière, si on prend en considération le protectionnisme, il peut aussi avoir des avantages et des inconvénients. Il y a l'avantage pour l'État, parce que ça permet d'avoir des recettes douanières. Au niveau du protectionnisme, nous savons très bien que les instruments du protectionnisme, il y a le protectionnisme tarifaire, il y a le protectionnisme non tarifaire, il y a le protectionnisme monétaire. Le protectionnisme tarifaire, c'est les tarifs douaniers. Donc les tarifs douaniers, c'est une taxe monétaire qu'on appelle ad valorem, qui est fixée en fonction des prix de l'importation, et donc ça revient à l'État. Il y a le protectionnisme non tarifaire. Le protectionnisme non tarifaire, c'est les quotas, le contingentement, c'est-à-dire c'est une limitation quantitative des importations. Donc le problème qui se pose au niveau du protectionnisme, celui qui gagne en général c'est l'État, mais ceux qui perdent en général les consommateurs, parce que le prix de l'importation, il devient cher. Donc le prix de la consommation augmente. Donc les consommateurs sont plus ou moins lésés au niveau de ce protectionnisme. Il y a aussi certaines industries qui peuvent être aussi lésées. Donc les deux politiques, protectionnisme et libre-échange, sont deux politiques plus ou moins contradictoires. Chaque politique a ses avantages et ses inconvénients, mais la problématique actuellement, c'est que le développement de chaque pays ne doit pas être basé seulement sur ces deux politiques extérieures. Il y a aussi les stratégies de développement interne. Il faut que chaque pays, pour qu'il puisse se développer, il doit s'intéresser non seulement aux politiques extérieures, mais aussi à la politique stratégique intérieure qui doit être basée sur une véritable stratégie, une volonté de l'État, en prenant en considération les facteurs de développement interne. L'extérieur joue un rôle important, parce que comme vous le savez très bien, auparavant, l'extérieur faisait partie des acteurs de développement à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, auparavant, on a toujours étudié que les agents économiques d'une nation, c'était 5 agents, l'État, c'est-à-dire l'administration, l'entreprise en tant qu'agent producteur, le consommateur en tant qu'agent consommateur, les institutions financières ou les banques qui octroient les crédits aux entreprises, et puis l'extérieur. L'extérieur, donc, qui jouait un rôle moindre par rapport à actuellement. Actuellement, les dernières décennies, et surtout depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à maintenant, l'économie internationale, elle a tellement pris de l'importance, surtout avec le libre-échange, l'ouverture des marchés, que de nos jours, l'extérieur fait partie des stratégies de développement interne. Et donc, tout pays qui soit développé ou en développement doit prendre en considération le facteur extérieur dans la politique de développement intérieur. Mais l'extérieur ne doit pas être le facteur clé dans toute stratégie de développement. Il faut qu'il y ait une volonté étatique, une stratégie de développement interne. Il faut que chaque pays regarde quelles sont les potentialités internes, essaye pour présenter un développement durable dans l'avenir, voir quel est le côté positif, le côté négatif de chaque stratégie, et surtout opter pour un développement interne et basé sur les différents secteurs clés de développement dans le pays.
Mais ça n'empêche pas que de nos jours, avec l'ouverture des frontières, l'extérieur joue un rôle au niveau national dans la mesure où il faut chercher les différents types de coopération importantes pour le pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de mon intervention, la coopération a démarré nord-sud, elle est passée est-ouest avec la crise du socialisme, et puis après, elle passe à la coopération sud-sud. Alors là, on peut se demander, est-ce que les pays en développement, maintenant qu'ils se sont vraiment intéressés à la coopération sud-sud, est-ce qu'ils doivent abandonner cette coopération nord-sud, surtout avec les méfaits du libre-échange à l'échelle mondiale? Eh bien non. Les pays en développement doivent prendre toujours le côté positif du libéralisme, c'est-à-dire prendre en considération cette concurrence. Ça va les stimuler quand même à produire, à mettre à niveau leur économie, mais tout en se donnant aussi à la coopération sud-sud, à l'aide entre les pays en développement. Mais l'aide entre les pays en développement, il faut bien le comprendre. Nous avons le cas de la Chine, qui est un pays qui est toujours considéré, malgré sa puissance, en tant que pays en développement, mais la Chine investit beaucoup plus dans les pays riches. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce pays-là, qui est à tendance communiste socialiste, il a compris qu'il n'y a pas de développement sans le capitalisme, sans le libéralisme. Donc, avec le rôle de l'État qui est important, il a ouvert son pays à certains concepts libéraux, à certains concepts d'économie de marché, d'économie libérale. C'est ce qui a fait de la Chine actuellement une puissance. Donc, pour pouvoir terminer, il faut bien qu'on comprenne que l'économie internationale joue un rôle fondamental pour n'importe quel pays qui soit développé ou en développement, mais tout pays en développement doit prendre en considération que la stratégie de développement doit être basée sur les politiques de développement d'abord interne, tout en prenant en considération ce qui se passe dans l'économie internationale. L'exemple chinois est à prendre en considération. Le modèle chinois est à prendre en considération. C'est un modèle socialiste, mais c'est un modèle qui s'ouvre au capitalisme et au libéralisme. C'est un modèle qui est basé automatiquement sur les principes du socialisme, mais avec certains principes du capitalisme, sachant très bien que les principes du capitalisme sont à la base du développement. L'économie de marché, elle est à la base du développement, mais parce qu'elle est basée sur l'intérêt, sur les profits, mais elle a toujours des limites. D'où le rôle de l'État. Donc ce qu'on demande, ce qu'on peut proposer toujours aux pays en développement, c'est que l'État doit être fort. Actuellement, il y a un retour au capitalisme d'État, surtout avec la crise que nous avons vécue en 2007-2008, la crise financière. Actuellement, nous vivons une nouvelle crise, c'est une guerre sanitaire. Donc là, ça montre que l'État, surtout dans les pays capitalistes, je ne peux pas dire qu'elle a abandonné son rôle, mais qu'elle a délégué son rôle au secteur privé. Et donc, ça pose un problème. La Chine a toujours laissé la place forte à l'État. Donc, un pays, s'il vous plaît, pour qu'il puisse actuellement élaborer des stratégies de développement dans le cadre de ce libéralisme, de cette mondialisation que j'appelle toujours sauvage, il faut qu'il y ait le rôle de l'État d'abord, et il faut qu'il y ait le rôle de ce que j'appelle le secteur privé, c'est-à-dire un pays, pour qu'il puisse se développer, doit marcher sur deux pieds. D'une part l'État et d'autre part le marché. Et le marché, c'est le marché capitaliste, c'est le marché libéral, c'est le marché basé sur l'ouverture, sur la mondialisation, sur la régionalisation, avec tous les méfaits et les inconvénients de ce libéralisme. Parce que nous savons très bien que, contrairement à auparavant, où les États, surtout au XVIIe, XVIIIe siècle, les États, ce qu'on appelait l'État-nation, jouaient un rôle important. Actuellement, les firmes multinationales, ils ont pris le pas. C'est le facteur clé, l'acteur clé du développement actuellement du monde. Et la firme multinationale, cette grande entreprise mondialisée, elle joue un rôle à l'échelle mondiale, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Et il y a un transfert des technologies, il y a un transfert des savoir-faire au niveau des pays en développement. Alors, comme je viens de le dire tout à l'heure,
la firme multinationale est devenue l'acteur principal du développement à l'échelle mondiale, mais la firme multinationale, elle a ses filiales à travers le monde et elle cherche toujours ses propres intérêts. Donc, s'il vous plaît, pour pouvoir finir, je tiens à vous dire que le développement, maintenant, doit être basé pour chaque pays sur les facteurs internes, beaucoup plus que sur les facteurs externes, parce que nous vivons une mondialisation sauvage, une libéralisation des économies, avec le système capitaliste qui est basé sur les intérêts du capitalisme. D'ailleurs, c'est pour ça que je viens de le dire, nous vivons une crise du capitalisme, une crise de l'État capitaliste. Et donc, tout pays en développement doit prendre en considération les problèmes à l'échelle mondiale et doit mettre les bases d'un développement basé sur une volonté interne, une stratégie de développement interne. Et la problématique qui se pose de nos jours, c'est qu'avec les différents types de coopération à l'échelle mondiale, chaque pays, notamment le Maroc, doit opter pour une propre stratégie de développement interne. J'espère que vous avez pu analyser et comprendre la problématique de nos jours, la problématique que nous vivons au niveau de l'économie mondiale. Je vous remercie de votre attention et j'aurai l'occasion de vous expliquer les autres chapitres prochainement. Merci.